Alors, de bonnes raisons pour que je vous présente ce travail, je suis juive et franc-maçon. La question que nous allons d'abord nous poser est de savoir comment naissent les théories du complot. Lorsqu'une société est bouleversée par des crises économiques ou politiques, il est extrêmement facile de trouver un responsable qui explique tout. Alors qu'on le sait très bien, ces crises ont toujours des causes multiples et complexes. Selon une étude publiée par Le Monde en mai 2012, 51% des Français adhèrent à une des multiples théories du complot qui circulent sur la toile. Juifs, francs-maçons, jansénistes, jésuites, templiers, protestants, illuminati, communistes, d'autres encore, accusés à un moment donné de l'histoire de fomenter un complot dans un but non avouable. Une de ces accusations a la vie dure, celle du complot judéo-maçonnique, et nous verrons qu'elle est toujours d'actualité. L'antisémitisme est évidemment bien antérieur à l'antimaçonnisme. Je vous l'ai fait remonter simplement en 59 avant Jésus-Christ, mais j'aurais pu remonter bien auparavant, avec Cicéron qui nous en fait déjà une belle démonstration. Les Juifs, un peuple ennemi, une religion, une superstition barbare, incompatible avec l'éclat de l'Empire, la majesté du nom, les institutions de nos ancêtres. Mais c'est l'accusation de peuple déicide, orchestrée par l'Église catholique, qui assure le succès définitif de l'antisémitisme. Que d'ailleurs on n'appelle pas du tout encore comme ça, hein. Ce mot d'antisémitisme est né très tardivement, en 1880. On parle encore à ce moment-là d'antijudaïsme. Donc l'accusation orchestrée par l'Église catholique remonte au moins au IIe siècle, après Jésus-Christ évidemment, avec par exemple Justin de Naplouse, qui s'adresse ainsi aux Juifs: après avoir tué le Christ, vous n'en avez même pas le repentir. Et cette accusation a été reprise par un certain nombre de pères de l'Église très régulièrement. Ce type de discours, qui a été vraiment des milliers de fois répété, va alimenter l'antisémitisme occidental et l'obsession du complot, qui se répandra dans toutes les directions du monde et franchira l'obstacle des siècles. Depuis le Concile de Latran en 1215 et jusqu'au XVIIIe siècle, là vous voyez un exemple à l'époque de Saint-Louis, les Juifs sont sujets dans la plupart des pays d'Europe occidentale à de multiples discriminations. Ils doivent par exemple porter les signes distinctifs de la rouelle jaune et du chapeau pointu, le Judenhut. Ils sont également souvent interdits de séjour, comme ce fut le cas en Espagne et dans la plus grande partie du Royaume de France. Leurs droits sont limités en justice. Il y a régulièrement contre eux des accusations de crimes rituels, des vexations. Alors, pour reprendre le mot de Tristan Bernard, qui s'exprimait ainsi en 1942, on a dit que les Juifs, c'est le peuple élu, à mon avis, à ballottage. Mais sous l'influence du siècle des Lumières, le principe de tolérance va progresser avec quelques étapes clés, comme l'édit de tolérance de Louis XVI en 1787, publié grâce à Malesherbes, vraiment sous l'influence de Malesherbes. Et cet édit accorde l'état civil aux non-juifs du Royaume de France, c'est-à-dire aux juifs et aux protestants, qui n'avaient pas non plus cette possibilité-là. Mais il est bien clair que ça ne veut pas dire qu'ils acquièrent les droits, les droits civiques. Louis XVI précise bien que la religion catholique demeure la religion officielle du royaume. Et à cette même époque, c'est-à-dire nous sommes, voyez, vers la fin du XVIIIe siècle, chez les Juifs eux-mêmes se développe un mouvement des Lumières qu'on a appelé la Haskalah, sous la houlette de Maurice Mendelssohn, dont nous aurons l'occasion de reparler. Alors c'est quoi la Haskalah?
le mot signifie éducation, et en fait, la Haskalah propose une conception plus ouverte du judaïsme qui devait permettre de mieux insérer les juifs dans la société civile. Alors, la Haskalah va toucher évidemment essentiellement les élites juives, mais elle se développe quand même un petit peu dans tous les pays d'Europe. Vient la Révolution française, et en 1791, un vote de l'Assemblée nationale donne pour le coup la pleine égalité de droit aux Juifs. Et les armées de la République, puis de l'Empire, à l'époque de Napoléon Ier, vont propager manu militari les idées de la Révolution. Parmi les idées de la Révolution, il y avait celle de l'émancipation des Juifs, évidemment, et les murs des ghettos se fissurent un petit peu partout en Europe. Seulement, voilà, Napoléon Ier, c'était celui qui a mené ces réformes-là, mais par les armes. Du coup, à la chute de Napoléon Ier, évidemment, il va y avoir une réaction dans toute l'Europe, et l'émancipation des Juifs sera assimilée à l'humiliation des conquêtes napoléoniennes, ce qui fait que, évidemment, il va y avoir des reculs dans pas mal de pays européens. Toutefois, peu à peu, les Juifs réussissent à obtenir l'égalité des droits tout au long du XIXe siècle dans la plupart des pays d'Europe, sauf en Russie, où les choses n'avanceront absolument pas pour eux. Alors nous sommes au XVIIIe siècle, et c'est également l'époque où, non pas naît, mais se développe la franc-maçonnerie. L'antimaçonnisme est très exactement contemporain de la naissance même de la maçonnerie. Je dirais même, vous savez que la première grande loge, la Grande Loge d'Angleterre, née en 1717, eh bien, 20 ans avant la création de cette Grande Loge d'Angleterre, un pamphlet circule à Londres, un tract anonyme, où la franc-maçonnerie est qualifiée de secte diabolique et accusée de vouloir faire venir l'Antéchrist. À partir de 1730, les attaques maçonniques se développent au moyen de divulgations. Alors les divulgations, c'était simplement le fait que les rituels vont être dévoilés. Hein. Et la première divulgation connue est celle de Samuel Pritchard en 1730, hein, divulgation qui était tellement précise que les vénérables des loges, qui à l'époque n'avaient pas de rituel écrit, vont s'en servir à l'intérieur même des loges pour ouvrir les travaux. Il n'empêche que Pritchard conclut à la fin de son texte: de tous les abus qui sont apparus chez les hommes, aucun n'est aussi ridicule que le mystère de la maçonnerie. En France, la première divulgation date de 1737. Plusieurs autres suivront. Le catéchisme des francs-maçons dédié au beau sexe, c'est mignon, hein, de l'abbé Perrault. Également, l'ouvrage de l'abbé Larudan, Les francs-maçons écrasés, Le maçon démasqué de Thomas Wolfson, et naturellement, je vous en passe. Alors, la papauté est pour beaucoup dans ce processus de l'antimaçonnisme. Une vingtaine de condamnations de la franc-maçonnerie ont été prononcées par la papauté. La première condamnation est de la main de Clément XII en 1738 dans la bulle In Eminenti. Mais la plus violente de ces condamnations a lieu un siècle et demi après, avec Léon XIII, qui publie l'encyclique Humanum Genus. Je vous en lis un tout petit extrait. À notre époque, les fauteurs du mal paraissent s'être coalisés dans un immense effort, sous l'impulsion d'une société fortement organisée, la société des francs-maçons. Ceux-ci, en effet, ne prennent plus la peine de dissimuler leurs intentions, rivalisent d'audace entre eux contre l'auguste majesté de Dieu. C'est publiquement qu'ils entreprennent de ruiner la Sainte Église, afin d'arriver, si c'était possible, à dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits dont elles sont redevables au Seigneur Jésus-Christ. Notre propos n'est
pas de parler d'antisémitisme ni de l'antimaçonnisme, mais c'est bien de comprendre pourquoi ces deux exécrations sont liées. Pourquoi on a associé cet antimaçonnisme et cet antijudaïsme. Pour la plupart des historiens de la franc-maçonnerie, ce lien a pour origine l'ouvrage d'Augustin Baruel, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, un ouvrage en 5 tomes, paru en 1798. Baruel affirme que la Révolution française a été longuement préparée par une grande conspiration regroupant francs-maçons, templiers, rosicruciens, illuminati. Cette thèse, qui veut que la Révolution résulte d'un complot fomenté contre l'Église et la royauté, a connu une postérité considérable dans les milieux contre-révolutionnaires, mais aussi curieusement dans les milieux maçonniques. C'est-à-dire que les francs-maçons, à un moment donné, se sont enorgueillis d'être à l'origine de la Révolution française, ce qui, je vous l'affirme, est complètement faux. Enfin, on pourra en reparler si vous voulez plus tard. Baruel affirme, dans cette révolution, tout, jusqu'à ses forfaits les plus épouvantables, tout a été prévu, médité, combiné, résolu, statué. Tout a été l'effet de la plus profonde scélératesse, puisque tout a été préparé par des hommes qui avaient seuls le fil des conspirations, longtemps ourdis dans des sociétés secrètes, et qui avaient pu choisir et hâter les moments propices au complot. Mais, vous allez me dire, Baruel n'a jamais parlé de juifs, hein? Effectivement. Baruel, dans le long de ses 5 tomes, n'a jamais parlé de juifs. Alors, en 1806, Baruel reçoit une lettre. Elle reçoit une lettre d'un certain Jean-Baptiste Simonini qui l'invite à inclure les Juifs dans l'entreprise de destruction de la monarchie et d'abolition de la religion chrétienne. Et c'est avec cet événement que, par exemple, l'ouvrage de Alain Goldschlager et Jacques Lemaire situe la naissance du complot juif et franc-maçon. Mais c'est qui Simonini, au fait? Simonini, ça n'est personne. Simonini n'a jamais existé. La lettre dont je vais vous donner quelques extraits est très certainement, enfin il n'y a pas de certitude absolue, mais elle est très certainement de la main de Fouché. Nous sommes à l'époque de l'Empire, en 1806, et Fouché était le ministre de la police de Napoléon Ier, et Napoléon Ier était en train de conclure des accords avec les responsables juifs de France, et Fouché voulait, disons, compromettre les juifs auprès de l'empereur. Alors qu'est-ce que c'est que cette lettre? Recevez donc, monsieur, écrit Simonini à Baruel, d'un ignorant militaire comme je suis, les plus sincères félicitations pour votre ouvrage Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Oh, comme vous avez bien démasqué ces sectes infâmes qui préparent la voie à l'Antéchrist et sont les ennemis implacables non seulement de la religion chrétienne, mais de toute société et de tout ordre. Il y en a cependant une que vous n'avez touchée que légèrement, mais selon moi, c'est aujourd'hui la puissance la plus formidable. Vous comprenez, monsieur, que je parle de la secte judaïque. Les Juifs, avec tous les autres sectaires, ne forment qu'une seule faction, pour anéantir, s'il est possible, non-chrétiens. Ne croyez pas, monsieur, que tout ceci soit une exagération de ma part. Je n'avance autre chose que ce qui m'a été dit par les Juifs eux-mêmes. Suit dans la lettre une narration. Alors, retenez bien ceci parce qu'on va le retrouver un peu plus tard. Simonini prétend, le fantôme Simonini, prétend que ce sont des Juifs qui lui ont raconté ce qu'il écrit dans sa lettre. Et évidemment, c'est beaucoup plus crédible quand l'information ne vient désintéresser eux-mêmes. Alors il écrit donc, les Juifs se promettent dans moins d'un siècle d'être les maîtres du monde, d'abolir toutes les autres sectes pour faire régner la leur, de faire autant de synagogues que d'églises des chrétiens, et de réduire le restant de ceux-ci à un vrai esclavage.
Voilà, monsieur, les terribles projets de la nation juive que j'ai entendus de mes propres oreilles. Voilà donc le mythe est né. Et finalement, les efforts de Fouché réussiront, enfin, et on ne va pas trop développer ici, mais disons que son effort pour compromettre les Juifs aux yeux de Napoléon Ier a plutôt bien marché. Le mythe du complot judéo-maçonnique ne va cesser de se fortifier, notamment durant tout le XIXe siècle. Et vous allez le voir, mais l'argumentaire des partisans de la collusion judéo-maçonnique n'a pas varié d'un pouce depuis 250 ans. Je n'aurai donc, excusez-moi si je vais avoir l'occasion de me répéter un peu, ce n'est pas de ma faute, c'est à l'heure. L'argumentation est simple, voire simpliste. La maçonnerie est d'essence juive, la preuve. La franc-maçonnerie est fondée sur le mythe de la construction du temple de Salomon. Les mots sacrés et les mots de passe des 33 degrés du rite écossais ancien et accepté sont principalement d'inspiration hébraïque. Certains grades de perfection utilisent des liens avec la Kabbale et les séphirotes. Les noms de nombreuses loges évoquent le judaïsme, comme la Jérusalem écossaise, le mont Sinaï, etc. Et enfin, les francs-maçons utilisent, ils utilisaient, maintenant c'est plus le cas, le calendrier biblique en ajoutant 4000 ans à l'année profane. Et puis, disent-ils, tout ça, tous les fondateurs de la maçonnerie étaient juifs. Bon, il n'est pas nécessaire de montrer la mauvaise foi de tels propos. Qu'il suffise de rappeler que l'Ancien Testament fait partie intégrante de la Bible, lue et commentée par les chrétiens. Les auteurs n'insistent pas non plus évidemment sur toutes les autres sources de la tradition maçonnique, chrétienne, alchimique, chevaleresque, hermétiste, et j'en passe. Ils ne précisent pas non plus que ni Franken ni Morin, qui ont quand même été les rédacteurs de l'essentiel des rites, des degrés du rite écossais ancien accepté, n'étaient pas juifs. Mais il ne s'agit pas de démontrer, il s'agit d'affirmer. Contre toute exigence rationaliste, la vérité suivante va donc être constamment assénée. La franc-maçonnerie est entre les mains des Juifs, elle est d'essence juive, c'est la synagogue de Satan. Le judaïsme et la franc-maçonnerie poursuivent les mêmes buts. Leur alliance vient de la collusion de leurs intérêts, et leurs intérêts c'est quoi? Détruire la religion. Alors il est vrai que la décision prise en 1877 par le Grand Orient de France d'abolir l'invocation au grand architecte de l'univers va un petit peu alimenter ce fantasme. C'est la preuve, ce sont les juifs et les francs-maçons qui veulent détruire l'Église. Donc le lien entre le satanisme des loges qui a quand même été mis au goût du jour par les encycliques pontificales et le satanisme juif, qui était déjà largement accepté dans l'opinion publique à cette époque, est fait. La franc-maçonnerie, c'est la synagogue de Satan, point. Alors, premier but donc, c'est bien clair, détruire la religion. Deuxième but, évidemment, s'emparer du pouvoir. Et curieusement, les juifs et les francs-maçons sont accusés de visées qui, à un esprit rationnel, semblent contradictoires, puisque, en effet, quelquefois ils sont dénoncés, juifs et francs-maçons sont dénoncés comme des capitalistes, comme une plutocratie, voulant assurer leur domination par la banque, la haute finance, et on retrouve souvent dans les textes le veau d'or remplace maintenant l'évangile. Mais parfois, les mêmes auteurs, c'est pas des auteurs différents, les mêmes auteurs les décrivent comme anarchistes et révolutionnaires, organisateurs des révolutions prolétariennes, dans le but de détruire les valeurs de la bourgeoisie et des États nationaux. La judéo-maçonnerie est donc coupable de toutes les crises que l'Europe a traversées. En vrac, la Révolution française, ça on l'a déjà vu, les révolutions russes,
l'avènement du bolchevisme, la Première Guerre mondiale, les injustices du traité de Versailles, la crise de 29, la Seconde Guerre mondiale, oui, la Seconde Guerre mondiale aussi, il ne faut pas l'oublier, et le développement actuellement de la mondialisation. Tout ça, mes frères et mes sœurs, c'est de notre faute, enfin de votre faute, surtout de la mienne. Tous les maçons, alors il y a quand même des bons maçons, c'est ceux qui n'ont pas conscience d'être manipulés par les juifs. Mais ils n'en sont pas moins coupables quand même, parce que comme disait Pétain, un juif n'est pas responsable de ses origines, un franc-maçon l'est toujours de ses choix. À la deuxième moitié du XIXe siècle, la vague anti-judéo-maçonnique atteint une amplitude exceptionnelle dans toute l'Europe. Elle est due à la concordance de plusieurs facteurs. L'essor des nationalismes en Europe. Alors, je ne parle pas... Bon, vous savez que au milieu du XIXe siècle, c'est par exemple le moment de l'unité italienne, de l'unité allemande. C'est le moment où les peuples prennent conscience d'eux-mêmes, on va dire. Et bien entendu, ce nationalisme-là, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est tout à fait légitime. Mais il y a aussi le nationalisme chauvin, qui implique qu'un gouvernement doit se fonder exclusivement sur l'intérêt national, à l'exclusion de tout autre peuple, de toute autre langue, de toute autre culture. Ce nationalisme-là a besoin d'un ennemi pour renforcer sa légitimité, pour renforcer son identité. Et du coup, les Juifs ont toujours constitué une minorité organisée. Donc, ils échappent à cette souveraineté absolue de l'État. Et les francs-maçons, c'est pareil. Ils mettent en place dans leur loge des confréries qui ne sont pas ouvertes à tout le monde. Donc, eux aussi échappent. Deuxième facteur qui explique l'essor extraordinaire du slogan enfin, au XIXe siècle, c'est, curieusement, l'apparition des doctrines socialistes. C'est vraiment à cette époque. Hein. On va voir les doctrines de Fourier, de Saint-Simon, de Proudhon, puis de Marx. Et là aussi, il n'est pas question de critiquer les doctrines socialistes, vous le comprenez bien. Mais il y a un socialisme simpliste qui concentre sa haine sur les banquiers juifs, qui, comme nous l'avons vu, se servent de l'imaginaire collectif des francs-maçons pour réaliser leurs projets. Hein. C'est le cas, par exemple, et je vous assure que ça m'a beaucoup surprise quand je l'ai trouvé, c'est le cas de Proudhon. Écoutez ce qu'il écrit, Proudhon. Le juif est l'ennemi du genre humain, carrément. Il faut renvoyer cette race en Asie, ou l'exterminer, par le fer, ou par le feu, ou par l'expulsion. Il faut que le juif disparaisse. Pas mal, hein? Pas mal non plus comme misogyne, hein. C'est lui qui disait, Proudhon disait, la femme, mauvaise humeur le jour, mauvaise odeur la nuit. Bon, je passe. La troisième raison, donc, qui explique l'essor du mythe judéo-maçonnique, c'est le développement des études ethnographiques et biologiques, la vulgarisation des études ethnographiques et biologiques qui opposent constamment les sémites aux Ariens, qui développent la théorie sur l'inégalité des races, par exemple les ouvrages de Gobineau, hein, que vous connaissez peut-être. Alors, je vous donne quelques exemples. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Celui-ci, on l'appelle le père de l'antisémitisme français, c'est le papa. Alphonse Toussenel. En 1845, il publie Les Juifs rois de l'époque, histoire de la féodalité financière, et il écrit « Les Juifs sont manifestement l'âme, la tête, le véritable grand maître de la maçonnerie. Ceux qui remplissent les fonctions publiques ne sont que les têtes trompeuses et trompées de l'ordre. » Je vous donne un deuxième exemple, mais il doit y avoir peut-être une 50aine de livres à cette époque-là sur le sujet. Hein, je vous en ai épargné au moins 48. Gougenot-Mousson, vous voyez, c'est la même chose. Je vous ai dit que j'allais me répéter. Les loges maçonniques, maudit l'Église chrétienne, devient nom pour Israël des suppléantes indispensables de la synagogue.
Mais je vais quand même vous parler un petit peu plus longuement de quelqu'un qui a eu un rôle beaucoup plus important. Je veux parler d'Édouard Drumont. Édouard Drumont est le fondateur du journal La Libre Parole. Et le sous-titre de ce journal, vous le voyez peut-être, je ne sais pas très clair ici, La France aux Français. Drumont est catholique, nationaliste, antisémite. C'est lui d'ailleurs qui est le créateur de la Ligue nationale antisémite de France. En 1898, des émeutes antisémites éclatent à Alger et il va en profiter pour se présenter aux élections législatives. Il sera d'ailleurs pendant 4 ans élu député et il sera même à la tête d'un groupe de députés antisémites à l'Assemblée nationale qui comportait à l'époque 28 personnes quand même. Vous voyez ici deux couvertures du journal La Libre Parole. Bon, l'une, vous voyez, c'est un juif qui défend son argent farouchement contre un bon paysan, un bon ouvrier qui est derrière. Et ici, celui-là, je trouvais assez amusant, si on peut dire, qui s'intitule Savonnage défectueux. Alors, vous voyez, le juif et le franc-maçon, hein, ils sont là tous les deux. Et il est écrit, juif chez nous en France, le sang seul lave une tache comme celle-là. Donc, je vous parle ici de Drumont. Vous le voyez à l'image ici, à l'écran, et c'est incontestablement son ouvrage « La France juive » qui paraît en 1886, qui popularise de façon définitive l'affirmation de cette collusion judéo-maçonnique. L'ouvrage a été à l'époque ce qu'on appellerait aujourd'hui un best-seller. Il a quand même connu 150 rééditions. Il s'adresse aux masses, il parle au sentiment, évidemment pas à la raison, il affirme sans preuve. Et vraiment, je vous en lis un tout petit extrait. Personne, écrit-il, ne peut nier que la direction des loges ne soit passée depuis longtemps, excusez-moi, voilà. Personne ne peut nier que la direction des loges ne soit passée depuis longtemps déjà entre les mains des juifs. Les juifs et les francs-maçons qui nous gouvernent ne se sont pas contentés d'organiser la plus odieuse exploitation financière que jamais la terre ait contemplée. Ils ont, avec une habileté infernale, cherché à détruire dans les âmes ces sentiments de foi, ces généreuses pensées, cet idéal qui seul rend une nation invincible. Les juifs et les francs-maçons nous ont expropriés à la fois du ciel et de la terre. Je crois que tout est dit, hein. Dans la France juive, Drumont consacre un chapitre entier à un personnage que vous connaissez peut-être, ni moi, Adolphe Crémieux, un homme politique juif et franc-maçon, ami de Victor Schœlcher, avec qui il s'est battu pour l'abolition de l'esclavage. Crémieux, vraiment, aux yeux de Drumont, il a droit à un chapitre entier de son bouquin, il incarne aux yeux de Drumont vraiment le prototype de l'homme à abattre, hein. Grand maître du rite écossais, président de l'Alliance israélite universelle, Crémieux prépare l'époque où toutes les nations, écrit Drumont, seront soumises à Israël. Enfin, un dernier petit livre pour la route, l'ouvrage de Monseigneur Meurin. Si je vous montre simplement cette image, c'est parce que cet ouvrage a été particulièrement apprécié par le pape Léon XIII, et Léon XIII a fait en sorte de le faire diffuser très largement dans les milieux catholiques. Vous voyez le titre, La franc-maçonnerie, synagogue de Satan. Je vous laisse lire le texte. En France, la Troisième République voit l'apogée de la lutte entre l'Église et la franc-maçonnerie. Alors c'est une période très intéressante, cette Troisième République, parce que l'Église est très politisée et, il faut bien le dire, la franc-maçonnerie aussi. Disons qu'après la démission du président MacMahon en 1879, les républicains vont vraiment détenir tous les leviers du pouvoir. Les francs-maçons sont très présents parce qu'ils représentent quand même 40% à l'époque du personnel gouvernemental. Et c'est vraiment une lutte sans merci
que les républicains, francs-maçons inclus donc, vont engager contre l'Église catholique, qui elle est farouchement anti-républicaine et partisan d'une restauration de la monarchie. Hein. L'Église essayait d'espérer une restauration de la monarchie. Les républicains vont donc s'attaquer à l'omniprésence de l'Église dans les institutions et l'espace public. De leur côté, évidemment, les catholiques vont peser de toute leur force pour tenter de conserver à l'Église ses prérogatives sur l'éducation de la jeunesse. Mais l'Église échoue. L'Église échoue parce que les républicains vont imposer l'école gratuite, obligatoire et laïque. Hein. Ils vont imposer la loi sur les associations qui est qui limite énormément le droit des associations religieuses. Il y aura enfin la séparation de l'Église et de l'État en 1905 et la confiscation des biens de l'Église. Alors, les journaux catholiques se défendent comme ils peuvent. En particulier, les deux journaux catholiques les plus importants de l'époque, c'est La Croix et Le Pèlerin, qui... alors, j'ai lu des dizaines et des dizaines de journaux Pèlerin et La Croix de cette époque-là. Je vous assure qu'il y a presque à chaque numéro des... quelquefois ça va jusqu'à l'appel au meurtre, hein, concernant les juifs et les francs-maçons. Hein. Il n'y a pas encore la loi sur la diffamation, hein, ça n'est pas encore voté en France. Et donc il y a des termes, c'est des termes d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, pour La Croix et Le Pèlerin, ils écrivent ça en continu. Toutes ces réformes que vous avez sous les yeux, c'est la franc-maçonnerie qui en est responsable. L'affaire Dreyfus, entre 1894 et 1906, est un exemple très significatif de cette lutte sans merci que se livrent l'Église et la République. Dreyfus, vous le savez, c'est ce capitaine juif qui a été condamné à tort pour espionnage, qui a passionné l'opinion publique et qui a vraiment failli déboucher sur une guerre civile. Hein. C'est pas une plaisanterie. D'un côté, on a les Dreyfusards, c'est-à-dire les partisans de Dreyfus, qui comprend les partis de gauche, les protestants, les juifs, les obédiences maçonniques, et de l'autre côté, on a les anti-Dreyfusards, la droite, les catholiques, enfin l'Église et l'armée, évidemment, qui fustigent le régime républicain et qui mènent de très violentes campagnes contre ce qu'ils appellent, jour après jour, la dictature judéo-maçonnique. Alors, pour être tout à fait honnête, hein, l'implication de la franc-maçonnerie dans l'affaire Dreyfus n'a pas été vraiment spontanée. Je m'excuse pour nos frères de la Grande Loge de France qui sont là, mais la Grande Loge de France s'est quand même distinguée dans l'affaire Dreyfus par son tonitruant mutisme et sa superbe indifférence. Quant au Grand Orient, ce n'est qu'en 1898, c'est-à-dire 4 ans après le début de l'affaire, et après la parution de la lettre J'accuse de Zola dans l'Aurore, qu'ils se sont décidés à prendre parti en faveur de Dreyfus. Bon, c'est bien, nous au droit humain, on n'était pas encore nés, donc on n'a rien à se reprocher. Bon, ce déchaînement des passions sera attisé par les journaux catholiques, par les journaux de droite, comme la Libre Parole, l'Action française, que j'ai déjà mentionné, sans compter les multiples revues satiriques. Donc voici quelques exemples, regardez celle-ci, est très intéressante. Vous voyez le juif là-haut, sa marionnette, c'est le franc-maçon, hein, il tire les ficelles du franc-maçon. Et le franc-maçon, lui, tire les ficelles des sénateurs et des députés de l'Assemblée nationale. Voilà, tout est dit là. Hein. Et puis de ce côté, bien sûr, il faut donc se défendre. Regardez ce Gaulois magnifique qui est en train de briser ses chaînes. Et il brise les chaînes qui le tenaient captif du juif que vous avez là et du franc-maçon. Bon, à vrai dire, les journaux républicains entre nous ne sont pas plus tendres avec l'Église catholique que les catholiques ne le sont avec les francs-maçons. Regardez quelques exemples de journaux comme, alors là vous avez par exemple l'Anticlérical, les Corbeaux, la Calotte, l'assiette au beurre,
qui publie alors là aussi hein, continuellement des choses comme ça. Bon, alors maintenant, on va parler de quelque chose de beaucoup moins drôle. C'est l'arrivée en 1903 de ce qu'on appelle l'ouvrage qui va justement être aujourd'hui encore extrêmement présent dans le monde. Je veux parler des protocoles des sages de Sion. Les protocoles des sages de Sion vont donner donc définitivement crédibilité au slogan. Il s'agit d'un document antisémite écrit à la fin du XIXe siècle par le ressortissant russe établi en France, Mathieu Golovinsky. Golovinsky n'a pas fait ça de sa propre initiative. Excusez-moi. Pardon. Golovinsky, c'est un agent de la police politique du tsar. Il a été mandaté par la police politique du tsar, par le chef de la police politique du tsar. Alors qui c'est ce bonhomme? Oh, c'est beaucoup de choses. C'est un avocat qui a été rasé du barreau pour extorsion de fonds. C'est un bonhomme qui s'est fait passer pour un médecin aussi pendant plusieurs années. Enfin bon, voilà. Et donc là, il écrit ce texte. On va en parler assez longuement, mais le but était de diffuser ce texte en Russie, au départ. Nous sommes en 1903, hein. Il y a une forte opposition au tsar, à la politique du tsar, et vous savez que 2 ans plus tard, il y aura les émeutes de 1905 qui ont quand même failli mettre le trône à bas. Donc, vraiment, l'opposition monte en Russie. Et l'idée, c'était de faire d'expliquer au peuple russe que cette opposition, elle venait des Juifs. Voilà. Donc, c'est les Juifs qui étaient responsables de tous les malheurs qui touchaient les Russes à ce moment-là. Les protocoles des sages de Sion se présentent comme le compte-rendu détaillé d'une vingtaine de réunions judéo-maçonniques secrètes, au cours desquelles un conseil de sages juifs expose un plan de domination de l'humanité et d'anéantissement de la chrétienté. Vous voyez que ce n'est pas très original. La publication à grande échelle de ce texte permettait de dévoiler cet affreux complot. Les protocoles paraissent en août 1903 à Saint-Pétersbourg, et dès le début du siècle, quelques années après, ils ont été traduits dans toutes les langues, et pour accréditer l'idée de ce complot. Alors, ce plan prévoyait d'utiliser la violence, la ruse, les guerres, les révolutions, la modernisation industrielle pour mettre à bas l'ordre existant. Quelques années seulement après la parution de cet ouvrage, de ce brûlot, pourrait-on dire, il était prouvé, mais prouvé, et vous allez voir comment, que ce texte était un faux. Il était un faux, enfin plus exactement, c'était pas un faux, c'était un plagiat. Un plagiat grossier d'un pamphlet français qui s'appelle Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Ce pamphlet avait été écrit par un avocat dont personne ne se rappelait plus, hein, un certain Maurice Joly. Vous voyez, il avait été écrit en 1864, donc 30 ans avant une quarantaine d'années avant l'arrivée des protocoles. Maurice Joly, en fait, qui était un avocat anti-bonapartiste, donc qui luttait contre Napoléon III, avait écrit ce texte pour montrer que Napoléon III voulait s'emparer de tous les pouvoirs et mettre la France à genoux devant lui. Et Golovinsky a utilisé ce texte que tout le monde avait oublié. Enfin, Maurice Joly a fait quand même 2 ans de prison hein, pour ça, je referme la parenthèse. Golovinsky a simplement donc utilisé ce texte et regardez la comparaison, ligne à ligne. Évidemment, je vous donne juste 2 exemples. À gauche, chez vous c'est à droite, je pense, Dialogue aux enfers, et de l'autre côté, les protocoles. L'instinct mauvais chez l'homme est plus puissant que le bon. Les hommes qui ont de mauvais instincts sont plus nombreux que ceux qui en ont de bons. La crainte et la force ont sur lui plus d'empire que la raison. C'est pourquoi on atteint de meilleurs résultats en gouvernant les hommes par la violence et la terreur. Un autre exemple, j'instituerai, Dialogue aux enfers, d'immenses monopoles financiers. Donc ça, c'est Napoléon qui est censé parler. Hein. Enfin, vous avez compris que
Maurice Joly, Napoléon, c'est Machiavel, évidemment, hein, pour Maurice Joly. Donc j'instituerai d'immenses monopoles financiers réservoirs de la fortune publique. Les protocoles, bientôt nous instituerons des normes, alors nous, du coup c'est les juifs et les francs-maçons, hein, et institueront d'énormes monopoles réservoirs de richesses colossales. On continue, dont dépendrait si étroitement le sort de toutes les fortunes privées, dont les fortunes, même grandes des chrétiens, dépendront tellement qu'elles s'engloutiraient avec le crédit de l'État le lendemain de toute catastrophe politique, qu'elles y seront englouties comme le crédit des États au lendemain d'une catastrophe politique. Franchement, j'ai toujours trouvé que ces gens-là avaient peu d'imagination. En France, les protocoles sont relayés par la Ligue française antimaçonnique, qui a son journal, La Bastille, par une revue catholique, la revue mensuelle la revue internationale des sociétés secrètes, qui est une revue mensuelle, la RIS. Et je voulais quand même vous dire un mot. Alors vous avez remarqué que je vous parle essentiellement de la France. Je vais un petit peu parler de l'Allemagne tout à l'heure, mais c'est un problème de temps, simplement. Hein, voilà. Mais quand même, je ne pouvais pas résister de vous parler d'Henry Ford. Et tout le monde connaît Henry Ford. Hein. Henry Ford qui était un antisémite militant, a utilisé son immense fortune pour diffuser largement les protocoles aux États-Unis dans son journal, le Dearborn Independent. Il reprendra d'ailleurs l'ensemble de ses articles dans un livre qu'il va écrire, qui s'appelait Le Juif international, le principal problème mondial, qui a été traduit en 16 langues. Alors, quand même, Henry Ford a fini par se rétracter parce que les preuves du plagiat étaient tellement évidentes. Hein. Il a fini par se rétracter en 1927, mais essentiellement quand même pour des raisons économiques, parce qu'il se faisait un peu boycotter ici ou là, vous voyez. Voilà. Alors, bien entendu, inutile de vous dire que dès leur arrivée au pouvoir, en 1933, les responsables nazis ont confié à leur office de propagande le soin de diffuser les protocoles et de défendre la thèse de leur authenticité. Et nous arrivons en août 40. Non, c'est rien, ça me gratte l'oreille. En août 40, le régime de Vichy dissout les obédiences maçonniques et confisque leurs biens le 21 août 40. Et il nous avait oublié, à nous, le droit humain. On a été dissous un peu plus tard, le 27 août 41. Bon. Et à partir de ce moment-là, de 41 à 44, le régime de Vichy va publier une revue mensuelle, les documents maçonniques. Moi, je trouve que c'est très rigolo, parce que vous savez combien il y a eu de numéros de la revue 33. Pas mal, hein. Non, c'est vrai, hein, il y a vraiment eu 33 numéros. Donc, ces documents maçonniques ne consacrent pas moins de 29 articles qui traitent de la collusion judéo-maçonnique, qui explique l'importance de l'esprit juif en franc-maçonnerie, etc., etc., et qui traite de toutes les personnalités qui possèdent, si on peut dire, ces deux qualités. Alors bien sûr, Adolphe Crémieux, Pierre Mendès France, Pierre Bloch, Jean Zé, Léon Blum, qui, je crois, d'ailleurs, n'a jamais été franc-maçon. Enfin, je ne sais pas, il faudrait que je me rappelle plus, il faudrait que je vérifie. Ces ouvrages ont été. Cette revue a été éditée sous l'autorité de Bernard Fay, de triste mémoire, et ils sont signés Muller de Pontomont, Plancard, Olivier, Coston, Maître de la Motte, Capron, Bernardini. Certains non vous diront peut-être quelque chose. Le slogan devient officiel. Juifs et francs-maçons sont un bien à l'origine de l'effondrement de la France. Sur toutes les affiches de propagande, vous le voyez ici, la juiverie et la franc-maçonnerie, ces deux qualités, sont toujours associées. Ils sont à l'origine, comme vous le voyez, du délabrement de la Maison France. Et puis bien sûr, il fallait que je vous montre cette affiche que certains d'entre vous ont reçue. J'adore celle-là. Laissez-nous tranquilles. Alors vous voyez, regardez comme il est beau ce Français aux muscles, qui bande ses muscles derrière ce soleil éblouissant et qui défend cette jeune femme
fragile, qui tient un arbre encore, vraiment une petite pousse d'arbre, et qui la défend contre les loups, la franc-maçonnerie, le juif, et puis il y a De Gaulle aussi, bien évidemment. Et qui lutte contre les trois têtes du serpent, qui représentent le mensonge. En mars 1943, le film Force occulte, tout le monde connaît ce film, je pense que tout le monde en a entendu parler au moins. Le film Force occulte est présenté aux journalistes. Il est commandé par le gouvernement et il est réalisé par 2 anciens francs-maçons. Et oui, Marquès Rivière assure la mise en scène. Marquès Rivière est membre de la Grande Loge de France, et Paul Riche, qui est issu du Grand Orient. Vous voyez, comme ça, il y en a pour tout le monde. Ce film, le thème est très simple, hein. C'est un jeune député, vous le voyez là, hein, il a le bandeau, c'est un jeune député qui, très naïf et qui adore la France, et qui réussit à se laisser convaincre bêtement d'entrer en franc-maçonnerie. Et il réalise que la franc-maçonnerie, ce n'est qu'une collusion de juifs et de francs-maçons qui complotent contre son pays. Il décide donc de démissionner, mais à ce moment-là, eh bien, il va être assassiné par ses frères, évidemment.